Bagarreuse, bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit un boxeur professionnel, Khalid Anzid, tout simplement l'un des plus grands espoirs de la boxe française chez les poids légers. Merci Khalid d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Quel plaisir de te recevoir. On va vite fait, ou pas vite fait plutôt, parler de ton parcours qui est simplement extraordinaire. On peut dire même que tu étais destiné à boxer, tu ne pouvais pas passer à côté. Non, je ne pouvais pas passer à côté. Impossible. Alors, on va commencer par le début, on va le faire de façon chronologique. Même si on va très rapidement arriver à la boxe qui nous intéresse tous. Donc, tu découvres la boxe vers l'âge de 13-14 ans? Ouais, assez tôt. Voilà. Très jeune? Ouais, très jeune. Et voilà. Alors souvent, on tombe dans la boxe par hasard, dans les sports de combat, souvent par hasard. C'est quoi là, toi, ta rencontre qui t'a fait matcher avec ce sport? J'étais placé en foyer, famille d'accueil. Et c'était plus quand j'étais en foyer, il me fallait une activité. Et avec mon éducatrice à l'époque, j'avais plusieurs sports à choisir. Et j'ai directement choisi la boxe. Et depuis, j'ai accroché. C'était quoi les autres choix? Il y avait du badminton. Il y a toujours du badminton. Il y avait du basket, il y avait du volley. D'accord. Il y avait à peu près tout. On était un peu gâtés sur ça. Tu avais des sports co et un sport un peu plus individuel. Tu nous disais que tu étais placé en foyer. Tu peux nous expliquer, alors, grosso modo, pourquoi tu es placé en foyer? Pourquoi tu te retrouves dans cette situation-là? Je suis passé en foyer parce qu'on va dire que j'ai eu un démarrage assez dur. Je suis on va dire, un orphelin. J'ai perdu mes parents assez tôt. Après, par la suite, j'ai été géré par des personnes qui étaient pas du tout adéquates, on va dire. Parce qu'il y a eu de la maltraitance, il y a eu ce qu'on peut imaginer de pire. Et depuis, on a préféré me placer pour ma sécurité et pour me protéger, on va dire. D'accord. Ouais. Donc là, tu te retrouves en boxe, dans un milieu où justement tu as une opposition. Ça t'a permis... Qu'est-ce que tu as ressenti d'ailleurs parce que tu as dit récemment dans une émission La Belle Boxe sur Bein que tu es tombé amoureux de la boxe. Pourquoi déjà? La première question serait pourquoi tu es tombé amoureux de la boxe et tu as décidé de t'investir à 3000%? J'ai découvert ma thérapie. À l'époque, on va dire, quand j'étais foyer, j'avais une psychologue à disposition, pardon. J'avais d'autres personnes qui étaient là pour moi, mais on va dire que je suis vraiment pas quelqu'un qui parle de son passé ou de ses souffrances. Et on va dire que c'est tout ce que j'ai retrouvé dans la boxe. Sans parler, sans communiquer, j'ai laissé mon corps parler. Et ma détermination, ma rage et tout ce qui va avec. Ouais, c'est quand même paradoxal parce que effectivement, tu as besoin d'extérioriser et de t'exprimer. Souvent, on dit faut passer par un psychologue pour parler, ça évite à passer. Ouais. Toi, tu as choisi tout l'inverse. Ouais, exactement. C'est tout garder pour toi, mais t'exprimer. Et donc, cette thérapie, elle marche, elle fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Parfaitement. Ouais. Vu ton parcours, on peut dire que c'est validé. Merci. Donc, la thérapie s'adapte aussi à chacun et c'est bien que tu aies trouvé la tienne, mais comment tu as. Je pense que vu ton parcours de vie, tu as été mature assez tôt. Ouais, pas le choix. J'avais pas le choix. Ouais. J'avais pas le choix. On va dire que j'ai commencé avec de la maltraitance. Après ça, il y a eu des tentatives de meurtre. À ton égard? À mon égard, à mon égard. J'ai eu pas mal de choses. Ça enfant, quoi. Ouais, tout ça enfant. Okay. Et d'où mon placement et d'où le fait de me déplacer tous les 6 mois, 1 an. Dans toute la France. Faut que tu nous expliques ça aussi. Alors, ça c'est important pour comprendre aussi l'homme que tu es devenu, le boxeur, parce que forcément, les deux vont avec. C'est-à-dire qu'on te déplace tous les 6 mois, et tous les 6 mois, tu dois forcément retrouver un club de boxe. Ça. Parfois je trouvais pas, parce que en fonction de l'endroit où j'étais, c'était souvent des coins perdus. En Bretagne, en Normandie, c'était on va dire que pour avoir le bus, c'était à 6h du matin, le suivant, il était à 14h. donc, je pense que ma famille d'accueil à l'époque, où les éducateurs avaient la flemme de se taper 2 heures de trajet pour 1h30 de sport. Parce qu'ils devaient t'accompagner. Ils devaient m'accompagner, j'étais mineur, donc j'étais sous la tutelle de l'État. Et du coup, j'ai eu pas mal de coupures. Donc, comment tu fais justement pour rester motivé dans ces périodes de coupures? Parce que n'importe quel ado
il fait pas de sport pendant 6 mois, il passe à autre chose. C'est ça qu'on n'oublie pas, c'est que tu étais ado, tu étais enfant. On va dire que je suis quelqu'un qui a une grosse part de résilience. J'arrive à accepter certaines situations qui sont parfois dures, qui mettent du temps. J'arrive pas à les accepter dans l'instant T, mais sur les mois en décalé. Mais j'avais pas le choix. Je savais très très bien qu'il y avait personne pour moi, c'était moi et moi-même. Et jusqu'à aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Sauf que j'ai quelques personnes qui m'entourent et qui sont bienveillants. Ne spoil pas les questions qui arrivent. En tout cas, l'homme que tu es devenu s'exprime très bien. Tout le monde peut s'en rendre compte. Voilà, c'est vraiment, tu as pu te construire aussi en tant qu'homme, à la fois en tant que boxeur. Qu'est-ce qui a fait que, arrivé à l'âge adulte, tu t'es dit, finalement, la boxe, je vais faire carrière dedans? Parce que tu aurais pu arrêter à ce moment-là. J'aurais pu arrêter, j'ai failli arrêter aussi. Et on va dire, heureusement, il y a eu mon frérot, mon frère, qui est mon manager aussi. Tu peux le citer. Surtout. Hyperfocal. Parce qu'il n'aime pas trop son nom. Donc Hyperfocal Sport, Hyperfocal Prod aussi. Parce que c'est toute une équipe. Qui sont basés sur Marseille. C'est des hommes d'affaires, on va dire. Et qui ont quand même... Et bienveillants. Et pour le coup. Malgré leur train de vie qui est assez conséquent, parce que c'est des personnes qui bougent tout le temps, ils ont quand même pris le temps et soin de me prendre en main et de prendre ma carrière en main. Comment s'est fait cette rencontre justement avec Hyperfocal? En toute honnêteté, au feeling. Au feeling, le personnage m'a plu. J'ai bien aimé l'homme qu'il était. Je me suis pas fié à la première impression, j'ai observé, je continue encore à observer aujourd'hui et je suis forcé de constater que je me suis absolument pas trompé jusqu'à sur mes choix aujourd'hui. Là, avant de passer professionnel, parce qu'on forcément on va arriver sur ta carrière, tu as fait quand même 71 combats en amateur. C'est quand même, c'est pas rien, 71 combats. Aujourd'hui, c'est rare qu'on fasse autant de combats en amateur en boxe. On essaie de passer très vite professionnel. Pourquoi tu as fait autant de combats? J'avais besoin de me prouver, de savoir ce que je valais. J'avais aussi des peurs à combattre. On va dire, c'est plus j'avais des peurs à combattre. Et le fait d'avoir fait ces combats, c'était comme si j'affrontais mes peurs. Affronter mes démons. Affronter mes démons. En voilà. 71, il y en a un paquet de démons qui traînaient dans le placard. À mon avis, il n'y en a plus aucun là. Non, je pense qu'il a dit c'est pas fini. Il y en a encore un ou deux qui va manger. Il va prendre cher. Il va manger du projet. Il va prendre cher. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, tu es l'un des plus grands espoirs des poids légers. Donc 61 kg 200 en France. 25 ans. 25 ans. Devant toi en France, il n'y a que 2 boxeurs. Une légende. Evan Mendy, numéro 1, plus de 50 combats, 46 victoires, 22 KO, bref, une légende, 38 ans, comme je disais. Il y a un autre qui est en train de faire une carrière extraordinaire. Il a bientôt ça une légende quand même. Voilà. Donc Sofiane. C'est une légende en amateur. Ouais. C'est une légende française. C'est l'une des forcément, plus grosses légendes françaises. 3 fois champion du monde. Et là, il fait les Jeux Olympiques. 5 combats, 5 victoires déjà aussi. Oumia, Sofiane Oumia, bien sûr. Et il y a toi en 3e. Et pourquoi cette catégorie déjà? Parce qu'on sait que c'est une catégorie qui est waouh, quand tu regardes, c'est à l'international, hein. Mayweather, Lomachenko, Stevenson, Haney, Gervonta, bref. Du beau monde, hein, des grosses têtes de... C'est vraiment aujourd'hui une catégorie, avec les poids lourds, c'est une catégorie qu'on kiffe regarder. Pourquoi cette catégorie-là? Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas réellement ma catégorie initiale. Moi, je suis juste en dessous, chez les 58 et quelques. D'accord. Et en fait, c'était plus par rapport au poids. C'était par rapport au poids. En compétition, je suis plus à 65, 66. Donc, j'ai, on va dire, 4 kilos à perdre. Alors que si je devais descendre dans ma catégorie à moi initiale, il y a un peu plus de souffrance. Et on a préféré garder cette énergie-là pour le combat. Donc, et je me sens très, très bien dans cette caté. Donc, on peut dire aussi, et c'est une grosse caté où il y a énormément de challenges. Donc, me mesurer à des grosses têtes, ou même me dire que je peux tomber sur une des grosses têtes comme ça,
ça motive. Ça motive, ouais. Parce qu'en 58, tu as fait beaucoup de combats en 58 avant de passer à 61 ou... Non, en vrai, j'ai fait un combat en 58. Le reste, ça a été chez les 61. Tu es monté très vite, ouais. Et là, si on veut te parler peut-être de ton futur, forcément, lorsqu'on va se retrouver dans ton futur, pardon, j'anticipe quelque chose là. La légende, quelque part, elle est en train aussi de s'inscrire, si tu réussis, bien sûr, parce que la légende, ça se construit, c'est que tu as un passé qui est difficile, tu es dans une catégorie qui est une catégorie reine, et tu commences donc les combats professionnels, et là, c'est une dinguerie, c'est que tu vas combattre tes 5 premiers combats sans coach. Il n'y a pas de coach, c'est toi le coach. Ouais. Tu peux nous expliquer comment tu te retrouves à faire 5 combats, 5 victoires, dont par KO, certaines. Comment explique-nous ça. En fait, j'ai eu un préparateur physique, Wissem Chabi, mais j'ai jamais eu d'entraîneur de boxe au début de ma carrière. Donc ça a été avec un préparateur physique une fois par jour à l'époque. Et à l'approche du combat, ça a été 2 fois par jour. Et jusqu'au 5e combat, ça a été avec lui. Et une fois que je suis sur le ring, on va dire, je boxais à l'instinct. Mais avant ça, j'avais quand même de grosses discussions téléphoniques et vidéos WhatsApp ou FaceTime avec mon manager. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je regarde jamais mes adversaires. Je regarde jamais comment ils boxent. Trop facile sinon. Donc ça, je laisse vraiment cette charge à mon manager. Jusqu'à même là, mes 2 derniers combats, les 2 grosses têtes que j'ai... Les 2 derniers combats que j'ai gagnés pour les 2 ceintures, j'ai pas regardé comment ils étaient, comment ils boxaient. Ils me forcent à regarder. Par respect, je regarde en accéléré. mais en vrai, non. Je me base vraiment sur ce que mon manager qui est aussi mon matchmaker, aussi c'est lui qui cherche mes combats, qui me manage absolument pas, qui fait que je monte sur le ring pour les affronter. Et alors, tu dis, ouais, t'as pas de coach dans ton coin lorsque tu boxes. Moi, forcément, la question que je me pose, c'est mais tu t'entraînes dans quelle salle pour pas avoir de coach dans ton coin? Sur mes 5 premiers combats, j'étais dans une salle de fitness. Je te dis, une légende. Ce garçon va devenir une légende. Ah, je l'espère. Je m'entraînais dans une salle de fitness à Marseille, au Vieux-Port. Et toutes mes préparations, je les ai effectuées là-bas. Même avec mon préparateur à l'époque, il me servait de sparring partner. Donc il faisait 105 kilos, donc j'avais... Oui, le même caté quoi. Ouais, non, pas du tout. Et il me servait de sparring. Mon manager aussi me servait de sparring partner. Ouais, on va dire, j'étais vraiment pas dans les meilleures conditions pour affronter, pour un début de carrière. Tout le travail spécifique, c'est-à-dire à la poire, au sac, tout ce qui est... Pas d'ours. Ouais, les pattes d'ours, tout ça. Le manager, le préparateur, il faisait les pads. J'avais qu'un seul sac de sport, sac de boxe, pardon. J'avais pas de barre de vitesse, j'avais une corde à sauter et après le reste, c'était ce qui a été mis à disposition par la salle de fitness. Oui, parce que là, quand on parle de sparring, c'est important aussi d'avoir des sparring qui correspondent à ton adversaire, à ta catégorie de poids, à ta vitesse. Parce que ton style, tout change, ouais. En plus, toi, t'es gaucher. C'est ça. Donc, c'est encore un autre style de boxe. Comment tu fais pour combler, entre guillemets, toutes ces absences à ton entraînement? Mon manager dirait que je suis un garçon talentueux. En vrai, je sais pas réellement ce que c'est le talent. Parce que c'est inné. Ouais, toi. Peut-être. Non, mais c'est inné, quoi. Il y a beaucoup de travail derrière aussi. Beaucoup de travail, mais on va dire que j'ai un entourage qui est très très sain et qui est très bienveillant. Donc c'est quand même un confort pour moi d'avoir cette base assez solide pour derrière affronter des mecs qui sont mieux entraînés que moi, avec un réel entraîneur et voilà. Parce que c'est important, parce que t'es gaucher, en face t'as un droitier ou t'as un gaucher, forcément tu boxes pas de la même façon. Toi, comment tu t'adaptes à ça? C'est-à-dire que t'as déjà les tips avant, parce que dans les salles dans lesquelles t'as tourné, on t'a déjà donné les... Non, c'était pas forcément des gauchers, c'était des droitiers. Et une fois que je me retrouvais sur le ring, c'était à moi de gérer. Donc j'étais, on va dire, livré à moi-même. Et je devais... quoi. Ouais, voilà. Ouais. Je montais au talent, on va dire. C'est bien, cette interview. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est... franchement... Non, mais c'est très inspirant, tu vois. C'est très inspirant pour ceux qui nous regardent. Pour les gens, tu vois, qui, entre guillemets, qui se créent des difficultés ou qui se victimisent. Quand tu vois un garçon comme Khalid qui s'est donné les moyens...
on va oublier l'enfance. Voilà, ça s'est passé, c'est fait. Aujourd'hui, il se retrouve dans une salle, il n'a pas de coach, il se débrouille avec un préparateur physique, un manager, etc. Aussi bienveillants qu'ils soient, c'est pas forcément... Oui. Voilà, c'est pas des coachs professionnels. Pourtant, voilà, ça t'empêche pas de réussir, d'y aller, de donner les moyens. Ouais, on va dire c'est la détermination et la volonté et le fait de ne pas se trouver d'excuses. Voilà. Non, franchement... Aujourd'hui, pourquoi tu boxes? Aujourd'hui, pourquoi je boxe? Aujourd'hui, j'ai un objectif. Il faut que quand je raccrocherai les gants, il faut que je sois fier de ma carrière. Il faut que mes souvenirs, il faut que ce que je fais actuellement, il faut que ça soit des souvenirs, mais des beaux souvenirs à raconter à mes enfants et à mes proches. Voilà. On va rajouter une pierre à l'édifice de la légende. T'es boxeur professionnel, donc forcément, tu vis de ça. Ou pas? Non, en France, on ne vit pas de ça. Non, on vit pas de ça. En France, on ne vit pas de ça. Après, on va dire, parmi les boxeurs français, j'ai la chance d'avoir des investisseurs qui sont mes managers actuels, qui me soutiennent et qui me suivent et qui me mettent dans les meilleures conditions pour gérer ce sport et réussir. Mais tu travailles à côté aussi, il faut le dire. Je travaille à côté. Voilà, c'est pas simplement, il n'y a pas que des investisseurs qui te donnent des sous, t'es tranquille, t'es à la salle. Non, c'est pas ça. Tu bosses. Je bosse à côté. Voilà. Et ça, il faut le dire aussi, quoi. C'est que, voilà, comme on disait tout à l'heure, les gens qui se victimisent, tu bosses, tu vas à la salle. Voilà, t'es quelqu'un qui est volontaire, qui se donne les moyens, et qui se donne vraiment les moyens. On va arriver au combat qui, pour moi, change tout. Forcément, il y a le avant. Demande-lui. Pour moi, mais après, en effet, on va te poser la question. Il y a le combat qui a eu lieu donc à la Dark Knight le 16 décembre 2023, où tu combats pour la ceinture WBC méditerranéenne contre un monstre par rapport au palmarès, par rapport à toi. C'est-à-dire que toi, tu arrives, tu as 6 combats, 6 victoires, certes, mais lui, en face, il a 27 combats. C'est ça. 7 victoires aussi d'affilée. Donc, il arrive avec un gros palmarès. Quand on te propose le combat, qu'est-ce que tu dis? C'est mon manager qui me l'a proposé. Et vu que c'est lui qui me l'a proposé, j'étais plus excité par la proposition qu'autre chose. Donc à chaque fois qu'il me propose un adversaire, j'ai une montée d'adrénaline. Je pense qu'elle fait à tous les boxeurs. Mais il me l'a proposé, il m'en a parlé, j'ai fait OK. Il a géré. Attends, c'est pas fini. Attends les dingueries qui arrivent. Restez bien connectés. Attention, parce que là, c'est du jamais vu. Tu vas donc combattre pour une ceinture. Tu te dis... Parce que là, à ce moment-là, tu as un coach. C'est ça, oui. Ton coach, c'est Aziz Alab. Oui. Tu te dis, il est dans le coin. Non, il n'est pas dans le coin. Raconte-nous cette anecdote qui est dingue. En fait, toute ma préparation, je l'ai effectuée avec Aziz Alab. Donc, ça a été mon entraîneur. Pour les 2 derniers combats, à partir du 6e, 7e, c'était mon entraîneur. J'ai effectué ma préparation avec lui. Il avait juste, à la même date à laquelle je combattais, il avait aussi son organisation qui se déroulait au Muro. Et il avait le championnat d'Europe de Khalil El Adri, qui est devenu champion par la suite. Ouais, EBU, ouais. EBU. Et comme il ne pouvait pas se couper en deux, je suis descendu avec le préparateur physique qui m'avait préparé, le fameux Mounir, qui fait partie de la team BAM l'Héritage, qui m'a préparé pour ce combat. Et donc on a coupé la part en deux, je prends le préparateur et Aziz, il reste avec le Khalil. Et par contre, il m'a coaché à distance en fast time. C'est-à-dire que, ça veut dire que le téléphone de Mounir te filme. C'est ça. Pendant les rounds. Pendant les rounds, c'est ça. De l'autre côté, tu as Aziz qui regarde et qui dit à Mounir ce qu'il doit te dire. Exactement. En fait, Mounir, il avait les AirPods, il avait le fast time. Ça me filmait, mais Mounir, il me répétait seulement ce que le coach me disait à 800 km de moi. Donc, c'est pas une dinguerie ça? Ça c'est une dinguerie. Attends, il y en a d'autres qui arrivent. Je te dis, ce garçon va devenir une légende. Pendant ce combat-là, le game plan c'était, parce qu'on va parler un tout petit peu boxe avant de vous dire l'autre dinguerie. Donc pendant ce combat-là, tu le gagnes déjà à 7e reprise. C'est ça. C'est important qu'il le gagne. Donc on va vous dire pourquoi après. Donc c'était quoi le game plan?
Le game plan que j'avais préparé avec mon coach Aziz, on savait qu'on avait quelqu'un qui boxe pas du tout dans ma catégorie. C'est quelqu'un qui montait chez les 80 kilos. Wow. Il a déjà fait des combats chez les 72 kilos. Il a fait plusieurs combats chez les Walter, notamment ses 2 titres IBF. Intercontinentaux. Et Mohamed Kaladi, tunisien. C'est ça. Et comme on voulait un adversaire absolument crédible pour monter et pour nous faire connaître dans le monde de la boxe, il nous le fallait absolument. Enfin, mon manager estimait qu'il le fallait absolument. Et ce qui fait que c'est lui qu'on a choisi. À l'entraînement, on savait que c'était le genre de mec. Déjà quand j'ai jaugé, quand j'ai tapé son poing, j'ai senti qu'il avait plus de force que moi. Donc je savais que si j'aurais pris un coup n'importe où de sa part, je serais tombé. Donc je savais que c'était soit lui, soit moi. Et le game plan que j'ai préparé à Kazi, c'était le tourner du premier round jusqu'à la deuxième partie du combat, donc à partir du 6e tour. Tourner, provoquer, tourner, me créer des ouvertures, vraiment lui montrer que j'étais faible et fuyant, et montrer de la crainte. Bon, il y a eu réellement de la crainte, on va dire, par le fait de ne pas se faire toucher. Mais on savait que, par exemple, le coup qui lui a fait réellement du mal, si je l'aurais placé en première partie du combat, il aurait récupéré mieux que ce qu'il a récupéré déjà. Et en fait, ça a été stratégique et magnifique ce game plan. Oui, mais surtout que là, il est trop ample. Parce que voilà, si tu me permets de rajouter 2-3 petits trucs, c'est que d'une, t'es explosif sur tes jambes. Donc en effet, il te chasse, mais il se fatigue en te chassant. Deux, t'es très mobile avec ton buste. Donc en effet, les coups, ils n'arrivent pas. En plus, ton bras avant, tu le gardes à distance, donc il ne va pas toucher. Le bras de derrière, à chaque fois qu'il touche, il fait très mal. Le crochet du bras de devant, il fait mal. Tu le couches même. Mais pile sur le gong. Pile sur le gong. Donc voilà. Et chaque round, finalement, tu les remportes. C'est ça. Donc voilà. Donc c'est. Tourner, fuyant, mais quand même marquer les points. Tous les points. Et montrer qu'on était en pleine maîtrise. Et qu'on était réellement à l'aise. Mais qu'on voulait juste pas prendre de coups. Voilà. Donc, ce qui est le cas. Le code de la boxe. Toucher sans se faire toucher. Pas chez tout le monde. Pas chez tout le monde. Bam surtout. À la BAM, on sait que voilà, c'est vraiment le précision, toucher, pas se faire toucher, parce que comme dit Zakariatou, la boxe, c'est pas la nourriture, faut pas en prendre. Donc tu touches, tu gagnes chaque round, t'es fuyant entre guillemets, mais à chaque fois tu touches, tu marques les points. Très belle boxe. Merci beaucoup. Très explosif. T'es pas fatigué. Non, on a bien travaillé la condition physique. Pour le coup. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, t'avais pas le choix, t'étais obligé de gagner ce combat, parce que la veille, normalement, t'as pas de tenue. T'arrives quoi. Normalement, tu devais avoir une tenue. J'avais la tenue, mais j'avais pas. Ça a été modifié au dernier moment. Exactement, c'est ça. Donc ton manager te dit, écoute, la tenue. Voilà, vas-y. C'est ça. Ça sera mieux. En gros, on avait déjà des tenues qui étaient prêtes. C'est juste que le flocage a un peu tardé. Donc la personne qui devait floquer a fermé. Et c'est pas juste il a tardé. Il a clairement fermé. Il a fermé. Mon manager, il m'a posé la question si tu avais des solutions. Je lui ai dit absolument pas. Donc moi, je suis resté focus sur le combat. Il me dit, ok, laisse-moi gérer, donc je le laisse gérer. Arrivé dans le sud, il me montre le t-shirt et en fait il y avait marqué Khalid Boumaye en bas. Boumaye qui veut dire tue-le. Référence à Mohamed Ali. Et en fait, je sais pas comment il a fait, je sais pas du tout comment il a vu le. En fait, si je sais comment il a fait, c'est quelqu'un qui a une vision. Qui est vraiment à part. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il me connaît mieux que moi-même. D'accord. Vraiment, sur certaines situations, il me connaît mieux que moi-même. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de 7 à 12 secondes sur une vidéo, qui va jauger, savoir comment je me sens, est-ce que je suis énervé, est-ce que je suis contrarié, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut. C'est vraiment quelqu'un qui voit les choses en 3D, on va dire. et du coup, c'est lui qui a eu l'idée de Khalid Boumaye. Et derrière, on va dire, je l'ai tué sur le ring. C'est ça, c'est-à-dire que tu rentres au jour du combat avec le peignoir. Khalid Boumaye, comme justement Mohamed Ali contre Foreman en 1974. C'est vraiment lui qui a eu l'idée de tout ça. Avec les mêmes couleurs, quoi. Vraiment, le même code et tout. T'as ton coin pareil où il y a écrit ça. Donc, quelque part, t'as une pression. C'est-à-dire que
T'arrives, t'as la pression parce que tu sais que ton coach n'est pas là, il va te manager en FaceTime. Mais bon, t'as d'habitude t'as pas de coach, donc là déjà c'est bien. Déjà c'est bien. On va dire c'était plus la pression de ne pas avoir de ne pas avoir Aziz qui m'a préparé de A à Z. Ouais. C'était plus cette pression, c'était plus cette pression là qu'il fallait que je gère. Mais après mon manager, c'est vraiment la seule personne en qui peut vraiment gérer ma carrière les yeux fermés. Et finalement, c'est le fait qu'ils te disent de porter ça, bah, finalement c'est positif. Ouais. Parce que derrière, ça crée aussi ce personnage que tu entends te créer. C'est-à-dire qu'il faut assumer et tu assumes. Ouais, c'est ça. C'est pas donné à tout le monde, tu vois, d'assumer le truc. Surtout, à 25 ans, oui. Toute cette pression que tu as, derrière tu assumes. Donc aujourd'hui, Khalid Boumaïe, quoi. T'as peut-être ce nickname aujourd'hui qui va te coller. Peut-être bien, ouais. Parce que faut pas oublier, c'est que Boumaïe, certes, c'est tu-le, mais c'est pas que ça, c'est que Mohamed Ali, c'est aussi le plus grand technicien des poids lourds. Tu es très technique. Ouais, merci. Voilà, tu bouges très bien. On l'a vu, tu as un jeu de jambes. Donc oui, finalement, cette comparaison, même voilà, aujourd'hui, on est d'accord. Mais voilà, je pense que voilà, ça peut permettre d'aller sur ce chemin-là. Ouais, il a bien géré. Il a vraiment bien géré. Il a bien senti. Ouais. Avant de revenir sur les aspects techniques, prépa, etc., on aimerait bien parler un peu technique. Juste une question, comment tu fais pour justement respecter ton game plan de la première à 6e sans t'énerver, sans dévier de ce game plan? Parce qu'on sait que quand on est dans le combat, c'est toujours compliqué de rester focus en fait. Qu'est-ce qui t'aide à rester? Comment tu fais pour rester focus là-dessus? C'est encore une fois, c'est vraiment, on va dire, mon manager qui a toutes les casquettes que je vous ai dit. Il a aussi la casquette de préparateur mental. C'est quelqu'un avec qui je suis au téléphone tous les jours. D'accord. C'est vraiment une relation qu'on va dire qui me fait du bien et qui est bienveillante. Donc forcément, quand on a quelqu'un de bienveillant en face, on est plus relâché, on est moins sur la réserve. Je parle avec lui d'absolument tout et n'importe quoi. Donc qui est vraiment à l'écoute. Donc gérer la pression, c'est avec lui que je l'ai géré. C'est avec lui, on va dire, avec qui je parle de mes craintes. C'est avec lui que je parle d'absolument tout. Donc la pression du combat, le game plan que j'avais vu avec mon coach Aziz Alab et que j'avais revu par la suite avec mon manager a fait que je suis monté sur le ring avec le stress du boxeur, mais serein dans je savais ce que je devais faire. Confiant en tes capacités, exactement. Ce que tu savais faire, quoi. Et il se met aussi à des endroits stratégiques pendant le combat, donc pour que je le sente, et il faut que... Allez, explique-nous ça. C'est intéressant ça. En gros, juste avant que je finisse l'adversaire, j'étais dans le coin, donc je buvais, et d'un coup, il m'attrape la cuisse et il me dit Khalid, c'est maintenant. Et en me disant ça, je savais que c'était maintenant. D'accord. Et après, quand c'est des choses que vous préparez avant, du coup, entre vous, quand vous en parlez? Moi, je parle beaucoup avec lui, mais je vois pas forcément ce que lui, il peut voir. D'accord. Donc, quand je dis qu'il voit vraiment certaines choses en 3D, c'est vraiment vrai. C'est moi, je suis vraiment une tête cramée. Lui, c'est vraiment le mec qui me tempère, qui me canalise, et jusqu'à aujourd'hui, qui arrive à canaliser mes émotions avant de monter sur le ring. Bah, pour le coup, t'es pas si cramé que ça, parce que comme tu disais tout à l'heure, finalement, tu vas pas à la bagarre. Tu respectes le game plan, tu prends pas de coups, c'est intelligent. Ta boxe est très intelligente. Si on parle un peu plus de tactique et de technique, aujourd'hui, je sais pas quels sont tes futurs axes de progression. On va peut-être en discuter après. Peut-être un peu la force, peut-être ce côté un peu punch, peut-être qu'il te manque encore aujourd'hui. Prendre un peu plus en maturité, oui, prendre un peu plus de force, un peu plus de maturité, force et endurance, mais malheureusement en France, on est un peu limité. Se préparer pour un vrai combat, on est vraiment limité. Tu parles encore limité en termes de structure, de préparer un vrai combat. C'est pas pour rien que tout le monde va à l'étranger. Parce que c'est quoi? C'est le niveau des sparring? C'est au niveau des sparring, ouais. Parce qu'en termes d'infrastructure, je pense qu'il y a quand même pas de en France. Au BAM, ils ont absolument tout ce qu'il faut. Mais par contre, ils galèrent comme tout le monde à trouver des sparring partners. Après, il faut être honnête. Aujourd'hui, en France, c'est vrai, tu as raison, il manque de sparring partners. C'est quoi? En France, c'est grosso modo 66 000 licenciés, mais c'est que 1000 combattants professionnels. C'est ça. Ouais. Tout le monde a peur d'affronter tout le monde. 400 même. Je dis 1000, mais là, je dis des bêtises. Là. C'est 400 et quelques, voilà. Parce que t'en as qui prennent leur licence à l'étranger. C'est des Français, mais ils prennent leur licence à l'étranger. Alors, du coup, moi j'ai une question. Est-ce que ça vient pas du fait que, moi j'entends beaucoup à l'étranger, tu payes ton Paris Partner?
Le mec, tu l'appelles, tu viens, il a un style spécifique comme ton adversaire. Tu le payes, il paye le déplacement et tu payes ton combat. Et parfois, il te tape parce qu'il est vénère sur toi. Ça aussi, on l'a entendu aussi. On va dire qu'à l'étranger, la boxe, elle est beaucoup plus ouverte. D'accord. Là-bas, en sparring, ils n'ont pas peur de s'affronter en sparring et par la suite, en fonction de leur progression, on l'avait avec Samaké. Exactement, ouais. S'affrontent sur le ring. Tous les grands champions français, leur préparation, elle est effectuée à l'étranger. Elle n'est pas effectuée en France. En France, par exemple, moi, en 7 combats, on a vite constaté les limites. Ça veut dire que ton prochain combat, tu le prépares peut-être à l'étranger, peut-être pas en France. À l'étranger, ouais. D'accord. D'accord, ok, donc c'est déjà décidé. C'est déjà décidé. C'est le manager, il a fait son boulot de l'autre côté. La date exacte, je la connais pas réellement. Il va me l'annoncer peut-être prochainement, mais ça sera à l'étranger, ça sera plus en France. Alors, sans nous l'annoncer, hein, parce que voilà, je pensais pas officiel. Vous avez déjà ciblé un adversaire, quelque chose? Oui, on a déjà un adversaire en tête. Top. Ouais, on a encore une machine. C'est quoi, un titre, une ceinture? Sûrement un titre. Ah ouais? Sûrement un titre, ouais. Ouais, ça enchaîne sévère. Ouais. D'où la préparation à l'étranger. Logique, aujourd'hui, voilà. T'as déjà 2 titres, t'as déjà 2 ceintures enchaînées. C'est-à-dire que ton adversaire est mieux classé que toi ou il a plus d'expérience? J'ai un meilleur classement que lui par mon dernier adversaire et par les adversaires que j'ai pris. Mais il a beaucoup plus de combats que moi et il a un palmarès largement positif. D'accord. Avec un bon ratio de KO. Donc ça te fait progresser forcément. Aussi, ouais. Ça va de soi. Aujourd'hui, tu sais boxer en reculant. On l'a vu lors de ce dernier combat. Tu frappes de plus en plus fort parce que tu l'as mis KO. Quelqu'un qui est. Voilà, ce qui était. T'es quoi? T'es à 3 KO, c'est ça? 4 Je suis à 3 KO. Ouais, c'est ça. 3 KO. Donc. En boxe, c'est important quand même parfois de pouvoir abréger. Tu gagnes quasiment, voilà, tu as gagné tous tes rounds. C'est-à-dire qu'en plus, tu sais marquer tes points. Aujourd'hui, tu boxes en gaucher, donc c'est compliqué de boxer les gauchers. On n'a pas forcément des sparring gauchers en plus. Tu as une bonne allonge par rapport au poids. Tu es grand. Ouais. Tu fais 1m73. Tu es puissant. Tu es gaucher. Tu es technique. Tu sais boxer en reculant, ce qui n'est pas donné à tout le monde, comme je disais tout à l'heure. Tu es très mobile. Et en plus, je parle pas que du but, je parle des jambes. C'est-à-dire que le fait que tu bouges tout le temps, est-ce que c'est aussi une façon aussi de fatiguer ton adversaire? Ça a été l'objectif pour ce combat. Il fallait qu'il court derrière moi. Et ça a été l'appâté aussi. L'appâté. Et c'est ce qui a payé, on va dire. C'est vraiment cette mobilité des jambes qui m'a permis d'assurer une certaine distance et de le jauger en long, en large, en absolument tout. Donc, là, on va parler de ce combat parce que c'est le combat qui a été le plus récent, entre guillemets, que tout le monde a vu à la télé, celui de Samaké contre Ahmed, Bakary contre Ahmed. On a vu, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, je sens que je vais me faire insulter sur les réseaux, de la boxe un peu sale. Je dis un peu sale, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'accrochage, etc. Voilà, mais voilà. Bon, t'as mis des guillemets, donc ça va. Voilà, les puristes, moi personnellement, j'aime bien mon style de boxe, très honnêtement, mais je sais que les gens, ceux qui regardent la boxe de loin, parfois n'apprécient pas ce type de choses. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu travailles aussi? Parce que parfois, on sait que c'est important d'aller accrocher, tu vois, d'embêter l'autre, de marquer ses points, de ne pas laisser repartir. Est-ce que ça, tu le travailles aussi ou pas? C'est un truc que j'ai travaillé à mon quatrième combat, contre Kaosu Cissé, avec mon manager aussi en Espagne. Mais oui, pour cet adversaire-là, je l'avais aussi travaillé avec mon entraîneur Aziz. On savait que c'était un boxeur qui pouvait jouer du vice. J'ai pris 5 coups de tête durant le combat. Il m'a ouvert l'arcade avec sa tête. J'avais tout intérêt d'avoir toutes les armes contre lui. Donc il y a des moments où j'ai accroché aussi, mais j'ai plus accroché pour ma sécurité parce que c'est quelqu'un qui est très très brouillant, puissant mais brouillon. Oui, c'est un truc que j'ai appris, on va dire, récemment. J'ai vraiment accentué ça pour ce combat-là. Et tu sens, pour toi, c'est nécessaire de savoir faire ce type de choses? Ouais. Ça peut sauver un combat. Ça peut sauver. Quand on est touché, t'accroches, tu récupères. Et on peut rendre fou aussi l'adversaire. Il est en train de gagner, d'un coup tu l'accroches, il comprend pas. Donc on va le frustrer, et derrière ça crée des ouvertures. Il fait une erreur. Et puis exactement, et c'est là où ça peut être fatal pour lui. C'est un bon vice à connaître. De toute façon, il faut connaître tout. Exactement. C'est l'expérience. C'est ça. Quand tu as démarré la boxe, alors peut-être pas en amateur, mais en pro, c'était quoi ton principal atout que tu as eu le moins à travailler, on va dire? Ma technique.
D'accord. Ouais. Donc la technique, c'était vraiment acquise On va par la dire, boxe amateur. alors, ouais, le la combat technique, amateur. c'est quelque chose que je vais pas forcément travailler. D'accord. Euh, En fait, je sais faire beaucoup de choses. Mm. Et mon problème, c'est qu'il faut que j'apprenne à faire comment dire par exemple, l'enchaînement que j'ai fait à Kaladi, Mm. c'est quelque chose que j'ai travaillé sur 2 mois. Il fallait D'accord. que ça devienne un automatisme. Mm. Et le rentrer comme ça à la fin d'un round, La round, ça a été vraiment automatique. Je D'accord. ne l'ai pas cherché en fait. Donc en fait, savoir faire beaucoup de choses, Mm. à la fin, Oui, tu sais plus quand placer les coups. exactement, il faut c'est rationaliser exactement un ça. peu, Ouais. Donc il fallait canaliser toute cette technique-là. C'est déjà énorme d'avoir le point fort en technique. Et en plus, généralement, les gars, ils ont le punch ou un truc comme ça, il faut travailler la technique. Parce que si t'as la technique, c'est déjà un gros plus. Ouais. Oui, ça. c'est ça. Après, il faut quand même tout travailler. Et là, on est en train d'accentuer absolument le travail sur tout. Ouais. Sur vraiment. J'aime bien, surtout. Comme ça, on néglige rien, surtout. Justement, sur ce jeu de jambes, comment tu travailles en jeu de jambes en boxe? Comment t'améliores ton jeu de La jambes? vérité, Non, mais c'est avec les pattes d'ours, voilà. Ouais, Ça part un peu des pattes d'ours aussi, je sais pas. Pas d'ours, Sparring thématique. Sparring partner, D'accord. avec les sparring partners, pardon. Comment tu Mais, travailles ton jeu de jambes quand t'es gaucher? Ah, C'était ça. ça c'est intéressant. Je l'ai jamais vraiment travaillé, Ah, le jeu de jambes. on peut simplement expliquer pour ceux qui ne connaissent vraiment pas la différence entre un droitier et un gaucher. C'est-à-dire que quand tu es gaucher, entre guillemets, encore une fois, tu as l'obligation d'avoir le pied à l'extérieur C'est ça, ouais. de l'autre. Ouais. Et tu peux expliquer un peu pourquoi aux gens qui ne savent pas ça? Le fait d'avoir le pied à l'extérieur, c'est une sécurité pour moi. Et c'est surtout de ramener l'adversaire sur mon point le plus fort, donc mon bras arrière. D'accord. Et nous, les gauchers, on est réputés un peu d'avoir un bras arrière très dangereux. Et c'est tout simplement ça, en fait. Ouais. Simplement, mais c'est essentiel. Ouais, C'est très vraiment essentiel, ouais. ouais, pour le coup. Parce que ce bras fort, c'est celui qui touche, c'est celui qui fait mal. C'est celui qui, dès qu'il touche, dodo, ouais. Dodo, c'est ça. Dodo. Pour ceux qui ont l'occasion de te suivre, ceux qui ne l'ont pas d'ailleurs, allez suivre sur Insta. Oui. C'est quoi son Insta? Kali dans Zid. Tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des séances de pattes d'ours et je les trouve très très intéressantes. Lorsque tu débutes la boxe ou lorsque tu veux progresser, allez regarder un professionnel, quelqu'un qui manie très bien les pattes d'ours aussi en face, il faut être honnête, mais tu as une précision, tu as une rapidité et ça c'est très intéressant. Parce que la patte d'ours, changer de coach, votre coach ne sait pas faire de la patte d'ours. Sincèrement, je suis sérieux. Je suis très sérieux lorsque je dis ça. Lorsque tu veux progresser, tu veux devenir professionnel. Dédicace à tous ceux qui tiennent des pattes d'ours. Exactement. À tous ceux qui blessent leurs combattants lorsqu'ils vont en combat en patte d'ours. Dédicace à qui vous savez. Donc là, tu boxes et ouais, on voit ton coach placer les pattes d'ours et toi tu vas toucher vite, très rapide. Et tu as ces enchaînements-là, tu as le coup d'œil, ce qui te permet justement le jour, parce que faut pas taper n'importe où finalement. Ouais. Non, il faut frapper à des endroits précis. Il faut que le coach aussi soit très très bon dans son domaine. Et moi, j'ai eu la chance d'effectuer mes 2 derniers combats avec Aziz Alab, qui franchement dans son domaine, il est très 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 bon. Très très bon avec une vision que les autres entraîneurs français n'ont pas forcément. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui a de grosses qualités dans son métier et qui connaît son métier. Justement, qu'est-ce que tu as cherché à l'étranger? On a dit les sparring, mais Les sparring partners, ouais. et c'est surtout être vraiment coupé de tout et le côté être délocalisé. C'est vraiment ce que j'aime. Ouais. Arriver dans un endroit et être la personne qu'on veut tous abattre, c'est ce que j'aime et c'est ce qui m'anime, on va dire, et ce qui me permet de progresser plus vite que la moyenne. C'est de me dire, je suis pas chez moi, il faut que je m'impose. Donc c'est vraiment ça. Ouais, tu vas dans un environnement hostile. Ouais, que je ne connais pas, c'est exactement ça. Et tu te mets en danger de tous les instants. Mais ça me rend dangereux en quelque sorte. C'est ça qui t'anime. Ouais, c'est ça qui me fait. C'est beau, c'est beau. Aujourd'hui, on voit que le Japon est en train de devenir une terre pour les boxeurs, surtout pour les poids plus légers. Est-ce que toi, ça pourrait t'intéresser d'aller boxer au Japon? De fou. C'est vrai, hein? Vraiment, ouais. Mais là, on voit bien que y a de gros combats qui se déroulent chez eux. Et après, oui, c'est un pays où j'aime bien la culture déjà. J'aime bien leur culture.
mais qui ont de gros boxeurs aussi. Ils sont très 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 dangereux, les boxeurs japonais. Inoue. Ouais, Inoue, ils sont très très secs, très très puissants, très très vifs et très précis. Et en plus, là, ils organisent le fameux tournoi. À 1 million. Ouais. À 1 million. Ouais. Qui va attirer beaucoup de monde. Le seul truc qui est frustrant, moi, en tant que téléspectateur, parce que je ne peux pas être spectateur vu que je ne suis pas au Japon, c'est de voir ce public qui est si froid. C'est vrai que nous, l'habitude, tu vois, quand tu regardes des Anglais. Ouais, je sais pas s'ils sont si froids que ça. Ils ont la réputation d'être très froids. Ouais, tu t'entends pas, tu vois des cris, ça se lève pas et tout. Parfois, tu vois des enchaînements et tu vois le public. Ouais. Je dis pas que c'est pas un public de connaisseurs, mais c'est vrai que c'est pas la même mentalité. J'ai un proche à moi qui a effectué le tour du monde en étant jeune. Et il m'a dit que non, du coup c'est pas le Japon, c'est un autre pays, c'est la Chine. Le pays le moins accueillant, c'était la Chine. D'accord. Culture asiatique, peut-être. Ouais, peut-être c'est le côté asiatique qui fait qu'ils sont plus fermés que d'autres. Après tu vas en Amérique latine, c'est plus bouillant. La preuve, le dernier UFC à Mexico, ça a été même très très chaud dans les tribunes. Mais ouais, donc le Japon, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, t'as Riyad qui est en train de devenir qui est en train d'attirer le terre de boxe. Tu as forcément le Madison, les États-Unis, Vegas, Madison à New York. Tu as l'Angleterre en Europe, qui est vraiment qui est la mecque en Europe pour la boxe. Et aujourd'hui, tu as le Japon, il ne faut pas. Clairement. Les 5 destinations qui sont à faire pour un boxeur. Pour un boxeur qui ne fuit pas les boxeurs, qui veut vraiment du challenge et qui veut réussir dans ce sport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très rapidement, tu pourrais te retrouver à aller boxer à l'étranger? Ça me dérangerait absolument pas. Ouais. Ça te dérangerait pas? T'as envie? T'as envie? Ouais, vraiment. Ouais. Quand t'entends parler, tu sens que t'as envie d'en découdre avec. Là, on va dire, sans manquer de respect aux boxeurs français, en si peu de combats, on a vu qu'il n'y a personne qui a affronté personne. Et même nous, un truc tout bête pour la ceinture du Luxembourg, donc l'avant-dernière ceinture que j'ai acquise, mon adversaire qu'on devait prendre, c'était Dylan Para-Lemonnier. Donc c'était un jeune prospect comme moi qui avait à l'époque 6 combats comme moi, 6 victoires, avec 3 KO. Et en gros, comme on était licencié par la même fédération, on était challenger pour faire la ceinture du Luxembourg. Et en gros, on était fait pour s'affronter. Donc il y avait tout qui était fait pour ce combat-là. On avait la date, on avait absolument tout. Jusqu'à ce qu'il me contacte via Instagram pour savoir si c'était moi qui faisais la ceinture du Luxembourg. Donc je lui explique que oui, c'est moi qui l'ai fait. Toi aussi tu l'as fait? Il me dit oui. Quelques jours après, mon manager m'appelle, il me dit ouais, Dylan Lemonnier veut pas t'affronter. Donc ça aurait été vraiment le combat de la soirée en faisant 2 invaincus. Et ce qui fait que mon manager, par dépit, il a trouvé. Il nous fallait absolument, attention, un adversaire avec un palmarès largement positif. Et par dépit, il a trouvé un Géorgien qui avait un palmarès qui était très positif, avec 6 victoires pour 2 défaites, dont 3 par KO. D'accord. Donc c'était positif. Pour nous, mais on l'a pris parce que quand un boxeur français qui a été mentionné pour qu'on s'affronte, il vient me contacter via les réseaux si c'était vraiment moi et que derrière le combat ne se fasse pas. Que derrière ça a été confirmé qu'il n'avait vraiment pas l'intention de m'affronter parce qu'il trouvait que c'était très tôt. Ça y est, on a compris que la mentalité, elle n'était pas du tout la même, donc on n'a rien à faire ici en fait. Mais de toute façon, aujourd'hui en France, de toute façon, vous n'êtes pas 15 000 non plus. C'est ça, en léger, voilà, je pense pas que c'est forcément tu es obligé d'aller à l'extérieur. C'est ça. Sofia Noumia, c'est pareil, bien sûr. Obligé de boxer à l'extérieur. Donc c'est frustrant quelque part quand tu entends ça. Très frustrant, C'est pas aussi monter le niveau de la boxe française, tu vois. C'est pour ça qu'en France, pour moi, il n'y a aucun champion à qui je donne du crédit à personne en fait. Ils ont aucune crédibilité pour moi, sans leur manquer de respect encore une fois. Un champion de France, ça veut tout dire et rien dire en vrai. Donc après il n'y a que ceux qui ont vraiment pas l'œil dans ce sport-là qu'on peut impressionner. Mais après, moi, je suis quelqu'un d'assez honnête et je veux être honnête avec moi-même. Donc, je veux vraiment montrer que on ne fait pas semblant sur les adversaires qu'on prend. Demain, c'est la possibilité de combattre justement pour un titre de champion de France. Tu y vas ou pas?
pour le titre de championnat de France, j'avais la possibilité de le faire. Malheureusement, je ne suis pas de nationalité française. Mais avant même de savoir que je ne pouvais pas le faire dû à ma nationalité, le champion en titre à ce moment-là ne voulait pas. T'as pas aussi encore acquérir la nationalité française? Non, toujours pas. Toujours pas? Ouais. C'est en cours, mais. C'est en cours encore? Toujours. D'accord. Parce que c'est vrai que nous, l'info qu'on avait, c'est que tu l'avais déjà. Tu avais déjà la double marocaine et française. La marocaine pour l'instant. Et on se dépêche, là, s'il vous plaît. Quand on a un champion comme ça, franchement, ce serait un honneur quand même que ça commente pour la France. Donc, ce serait bien que les autorités fassent leur taf. Voilà, le message est passé. Même si personne ne nous regarde, mais le message est passé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? En dehors de devenir français, même si... Voilà. La réussite. Pour nous, ça, c'est pour nous qu'on veut. La réussite. Vraiment que de la réussite et on va dire de la bienveillance. Franchement, c'est pas beau ça? Non mais vraiment, voilà, quelqu'un de... Tu vois, te demande pas des ceintures, des trucs de dingue. Même si c'est la réussite, forcément, je pense que oui, ça passe pour quelques ceintures. Forcément. Des beaux chaos. Donc, vu que nous, on est un tout petit peu égocentrique à la bagarre, forcément, on veut t'avoir à nouveau. Et je reviendrai avec grand plaisir. Merci. Et merci beaucoup pour l'invitation et merci de mettre cette lumière sur les jeunes boxeurs comme moi qui n'ont pas forcément la visibilité que tu mérites. Que tu mérites. Que tu mérites. On s'est pas concerté pour le dire non. à 25 ans. Et ouais. On rappelle le palmarès. Ouais. Numéro 3 français. Devant toi, il y a Yvan Mendy et Sofiane Oumia. Simplement. Et déjà deux ceintures. Déjà 2 ceintures. Champion du Luxembourg. WBC méditerranéen. Et je tiens aussi à remercier aussi Zakaria Atou parce que le premier qui m'en a parlé, voilà, très honnêtement, c'est Zakaria. Merci beaucoup, Zakaria. Voilà, il nous a parlé et il nous a dit il y a un garçon, franchement, c'est une bombe et tout. À découvrir. Il combat avec moi sur la même carte et franchement, il avait raison. Ouais. Et tu nous as régalé. Merci beaucoup. Et ce qu'on a aimé chez toi, en dehors du fait que tu sois humble, parce qu'on s'est bien rendu compte que tu es beaucoup plus fort que ce que tu n'as voulu le dire au départ, c'est que ouais, t'oses. Et parce que prendre un garçon qui a autant de combats pour une ceinture, parce que tu te dis, ouais, ça peut être un bourbier le truc. Le gars, il combat 80 kilos, 72, il met ça en face, tant d'expérience, etc. Finalement, si je me pose contre lui, ma carrière peut faire et c'est fini, on passe à autre chose. Et bah non, t'as du cœur, t'y vas, tu te prépares et tu régales, quoi. C'est ça. On a vraiment peur de personne et on fait de la boxe, finalement. On est amené à tous s'affronter. À part si... Gervonta, il arrive. On te le dit. Moi, ça serait un kiff, ça. Ça serait un kiff pour moi aussi. Franchement, je prends mon billet, je vais de l'autre côté, parce que forcément, ça se passera pas en France. Donc, ta femme regarde pas cette vidéo, c'est tout. T'es en train de dire à tout le monde, je suis marié. Merci beaucoup, en tout cas, Khalil. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci. Et merci à ton manager. Franchement, monsieur... merci beaucoup. Et de toute façon, Hyperfocal Sport et Hyperfocal Prod. C'est vraiment 3 chips en or. Le message est passé. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci.